Et on va démarrer tranquillement déjà par poser le contexte de notre atelier qui est le démarrage de notre module sur l'intelligence émotionnelle. Donc vous avez ici les différents ateliers qu'on va suivre ensemble. Donc on est dans le premier, celui de la semaine dernière était une introduction d'une certaine façon, poser un petit peu les outils, en tout cas techniques, les plus intéressants pour nous sur le chemin de la gestion émotionnelle. Donc si vous ne l'avez pas encore visualisé, il est en replay, celui de reprogrammer ses émotions. Et là on va démarrer toute notre séquence d'ateliers en commençant aujourd'hui par connaître ses émotions pour se réaliser. On va essayer de poser des bases, d'identifier ensemble quelles sont les émotions récurrentes, quelles sont les émotions qu'on a l'habitude de déclencher, et à partir de là, on va essayer de mettre en place des stratégies pour travailler dessus. Donc d'une certaine façon, c'est ici le lancement d'un travail qu'on peut faire ensemble sur 2 mois à peu près. D'une semaine sur l'autre, je vous donnerai des petits défis, des choses à faire. Et l'objectif, c'est qu'on ait un impact concret. C'est pas de la théorie sur les émotions, c'est de la mise en pratique. Donc tout ce qu'on va voir ensemble, tout ce sur quoi on va échanger ensemble, l'objectif, c'est d'avoir un impact concret en termes de transformation de nos émotions. Et je vais commencer du coup dans ce sens-là tout de suite par vous poser cette question. Qu'attendez-vous de ce module sur l'intelligence émotionnelle? Que vous soyez arrivé un peu en parachute, j'ai vu de la lumière, je suis rentré dans le Zoom, ou au contraire que vous soyez déjà aguerri sur le sujet et que vous connaissiez bien la De Rose Méthode, vous pouvez vous poser cette question. Ça va être intéressant de poser une intention, de se dire, voilà, si j'avais d'une certaine façon une baguette magique sur les émotions, qu'est-ce que je souhaiterais en fait? Qu'est-ce que j'en attends? Qu'est-ce que j'aimerais voir arriver au niveau émotionnel et au niveau de l'intelligence émotionnelle? Je vous laisse ici 1 ou 2 minutes pour commencer. Prenez de quoi écrire, ça va être important ici dans notre atelier d'aujourd'hui. C'est des ateliers qui sont très participatifs. L'idée, c'est d'échanger ensemble sur les sujets. Je ne vais pas apporter énormément de contenu. Je vais vous aiguiller sur le chemin. Donc, commencez déjà à vous poser cette question. Qu'attendez-vous de ce module sur l'intelligence émotionnelle? Et dès que vous avez une idée à partager, vous pouvez activer directement votre micro. On va essayer de le faire de façon... vous pouvez écrire éventuellement dans le chat si c'est plus facile pour vous, mais n'hésitez pas vraiment à activer votre micro pour partager ce que vous attendez. Ça va nous servir à la fois de savoir, pour moi, de savoir ce que vous attendez et d'essayer d'aller dans cette direction, mais aussi pour vous, en fait, de vous poser cette question et de voir si on arrive à travailler dessus. Donc, Pascal intéressé pour mieux affronter les peurs. Donc ça, ce sera un de nos sujets à part entière. C'est d'une certaine façon central, fondamental, et on va comprendre tout de suite pourquoi sur les émotions, la question des peurs. Donc on traitera en profondeur ce sujet. Vivre avec plus de légèreté, pose Patricia. C'est moi qui fais la voix de tout le monde. Vas-y, Pierre. Être meilleur dans mes relations avec les autres. Je me suis noté. Ok, meilleur dans les relations avec les autres. Je te conseille dès maintenant d'essayer de qualifier ça. Meilleur comment, ça consiste en quoi? Pour commencer à en avoir quelque chose de plus palpable. Vas-y, Mounia. Euh, Apprendre à vraiment ressentir mes émotions. J'ai l'impression que j'ai tendance à les enfouir sous une montagne d'autres choses. Et donc vraiment être sûr que je les ressens. Ok. Donc on a la question dans le chat d'hypersensibilité, d'observer les émotions pour gagner en conscience. Ben, Vas-y, Caro. moi, ce que j'attends de ce module, ce que j'aimerais voir arriver, c'est là, clairement, je vois qu'il y a des vieilles habitudes émotionnelles qui sont vraiment internes et il y a un nœud que je ne pas tant que je peux pas nommer, mais en fait qui est là. Et ce que j'attendrais, c'est de défaire le nœud. En fait, et j'attends, je sais qu'en défaisant ce nœud, il y aura un déploiement. Ok. Voilà. C'est intéressant parce que tu vois ça sous forme d'image. On va voir si tu nous diras au bout de 2 mois à quel point le nœud s'est défait ou pas. Anne-Christine, comprendre comment mon cerveau et mon corps fonctionnent, avoir confiance en moi, mieux gérer mes émotions, la frustration, me sentir mieux, me comporter mieux. Ok. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'attentes ici convergentes. C'est intéressant parce qu'on a
Gérer le stress, la peur, ok, l'inquiétude, la peur. Ça va être très complémentaire d'ailleurs de notre module. Le module ici, de notre module sur la gestion du stress. Là, on est dans le module intelligence émotionnelle. La partie stress est une partie de l'émotion. Comme on l'a traité beaucoup dans les 2 derniers mois, on va s'attacher à d'autres choses. Si vous êtes intéressé particulièrement par la partie stress, n'hésitez pas à m'écrire pour que je vous donne accès au replay du module précédent sur la gestion du stress. On a fait 2 mois déjà de travail sur la gestion du stress et là on est dans le module numéro 2. Là j'ai une deuxième question, vous allez voir que j'ai pas mal de questions pour vous, pour nous faire réfléchir ensemble. D'où proviennent les émotions? Pourquoi on a des émotions? Nous pose tellement de problèmes d'une certaine façon, tellement de questions au quotidien qu'on pourrait se dire ce serait peut-être plus facile la vie sans émotions. Pourquoi est-ce qu'on a des émotions? D'où est-ce qu'elles proviennent? Là, vous pouvez répondre tout de suite. On n'a pas besoin de réfléchir longtemps sur le papier, juste pour voir si vous avez des insights là-dessus. J'aurais tendance à dire une partie c'est inné et peut-être une autre partie c'est acquis. Je sais pas. Une partie innée, une partie acquis, ok. Je sais pas. Mhm. Je fais des études là-dessus. Pour créer des liens sociaux, dans le chat, j'ai un stimulus qui réveille notre histoire. C'est une phrase qui est digne d'un livre. Je vais vous donner ici une grille de lecture. Désactivez bien vos micros quand vous ne parlez pas pour pas que ça fasse d'interférence. Je vais vous donner une grille de lecture ici qui est utile, pratique, on va dire, concrète, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres façons d'interpréter les choses. D'une certaine façon, les émotions sont insérées profondément dans le fait de vivre et d'interagir avec le monde autour de soi. C'est à la racine de soi dans le monde. À partir du moment où je suis en interaction avec le monde, ça m'émeut, ça me touche, et donc je vais réagir, c'est comme des indicateurs d'une certaine façon de ce que je suis en train de vivre avec l'extérieur et avec moi aussi. Une interaction entre ce dont j'ai conscience, moi-même, et l'extérieur. Et il y a une partie dont j'ai conscience, d'ailleurs, et toute une partie dont je ne suis pas conscient au niveau émotionnel. Et pour aller plus loin dans cette réflexion, je vais poser la chose suivante. Si on était un organisme primitif, primaire, basique, on aurait ici la chose suivante. On aurait notre rapport au monde, de façon très simple, se jouerait autour du plaisir et de la douleur. Je veux explorer le monde autour de moi, je pose ma main, ça me fait plaisir, j'y vais davantage. Ou je pose ma main, ça me crée de la douleur, je m'enfuis. Donc de façon très simple, très fondamentale, le plaisir et la douleur sont les 2 marqueurs les plus essentiels de notre rapport à la vie. Aujourd'hui, on a un tas de structures qui font qu'on ne se pose pas forcément ces questions. Par exemple, lorsqu'on a besoin de manger, on va au supermarché et on sait déjà que tout ce qui est en principe au supermarché est consommable. Sauf que quand on est dans la nature, ça ne se passe pas du tout comme ça. On doit être capable de goûter, de sentir, de percevoir, se dire tiens, ça me fait plaisir ou pas. Donc je vais aller en direction de ça. Ça, c'est pas agréable à l'odeur, c'est pas agréable au goût. C'est quelque chose dont je dois m'éloigner. Donc, de façon très simple, très basique, la base, le fondement se situe dans mon rapport au monde autour du plaisir et de la douleur. D'ailleurs pour ça que lorsque le plaisir est très intense ou la douleur est très intense, toutes nos perceptions ne passent que par là. C'est très difficile de s'en abstraire. Parce que ça touche des choses instinctives, fondamentales, primaires à l'intérieur de nous. Et donc on pourrait vivre d'une certaine façon, de façon binaire, autour de plaisir-douleur. Plaisir, j'y vais, douleur, je fuis. Sauf qu'on aurait un inconvénient ici, c'est qu'on ne serait pas capable d'anticiper si on a juste le plaisir et la douleur. Si vous avez un animal féroce qui arrive devant vous, et que pour réagir, pour prendre votre décision, vous attendez le plaisir ou la douleur, pour l'instant, il ne vous est rien arrivé. Vous voyez l'animal devant vous, vous attendez qu'il commence à vous mordre pour que ça fasse mal, et vous dites maintenant je vais m'échapper, ou je vais me défendre. Donc on a besoin d'un mécanisme d'anticipation, d'imagination pour anticiper le plaisir ou la douleur. Donc la temporalité, elle naît à ce moment-là. Plaisir et douleur, c'est extrêmement immédiat, instantané, mais la temporalité pour anticiper plaisir et douleur, c'est là que vont naître le désir
qui anticipe le plaisir, et la douleur, qui est anticipée par la peur. Donc à la racine de notre rapport au monde, d'une certaine façon, il y a plaisir et douleur, et dans sa temporalité, le désir et la peur, de façon très fondamentale, basique. Et on peut considérer que derrière toutes les émotions, tout le spectre des émotions naît à partir de là. Donc on ne peut pas mettre sur le même niveau, d'une certaine façon, désir et peur et les autres émotions. Elles ont un aspect beaucoup plus instinctif, immédiat, primaire d'une certaine façon. Même s'il y a une forme de temporalité, on est encore dans quelque chose de très inconscient, de très instinctif, de presque animal, voire d'animal très souvent. On réagit par la peur ou par le désir de façon très impulsive, peu réfléchie, peu conceptualisée, peu pensée, peu appropriée. On n'a pas eu le temps de s'approprier, de prendre quelque chose. Et donc, c'est à partir de là, de cette réflexion que je suis en train de faire ici, que on peut commencer à poser ici ensemble le spectre des émotions que je vais vous montrer ici. À nouveau, ce spectre, je l'ai construit moi-même. Donc, il y a d'autres façons de l'interpréter, d'autres théories sur les émotions, etc. Notre seul objectif ensemble, c'est que ce soit pratique et que ça nous permette ensuite d'avancer. Mais je vous partage ce spectre des émotions. D'ailleurs, si vous voulez le compléter avec moi et travailler dessus avec moi, je serais ravi. Donc, j'ai distingué ici d'un côté l'intensité. J'ai mis plus et moins simplement pour schématiser. Le plus, c'est d'une certaine façon ce qui est léger, les émotions légères. Le moins, les émotions lourdes. Au lieu de parler de positif ou de négatif. Il y a des choses qui sont plus légères dans notre vie et des choses qui sont plus lourdes, plus denses. Et d'un côté du schéma impulsion, instinct immédiat, comme je vous l'ai décrit ici, je pense que vous avez bien compris la mécanique au début de ce graphique, plaisir, douleur, désir, peur. Et de l'autre côté, à l'inverse de cet axe-là, le temps long, l'appropriation. Et donc, d'une certaine façon, pour qu'on s'y repère, j'ai distingué ici les sensations, plaisir, douleur, des émotions que j'ai appelées ici primitives ou primaires. Je vais même d'ailleurs mettre le mot primaire plutôt que primitif, c'est peut-être encore plus clair. Désir, peur, et ensuite le spectre des émotions qui s'ouvre ici, avec des émotions qui sont les plus communes, qui sont la joie, le calme, la tristesse, la colère. Donc d'un côté joie et calme, de l'autre côté tristesse, colère, donc des émotions plus légères et les émotions plus denses, des émotions plus vers l'intérieur ou plus vers l'extérieur. Et on va décrypter ça juste après, c'est ça qu'on va analyser ensemble. Et ensuite, ces émotions-là, à un moment donné, dans notre rapport au monde, donnent des sentiments. Quand on s'approprie ces émotions, ça donne des sentiments, passion, amour, dépression, haine. Et de la façon la plus durable et dans le temps long, on peut tendre vers des états, l'état de bonheur ou l'état de malheur. À nouveau, c'est une interprétation. Vous pouvez la challenger, vous pouvez proposer des compléments, etc. J'ai essayé à partir de là, parce que ça donne les bases, de caser un peu toutes les émotions qu'on peut recenser en termes de vocabulaire. C'est vraiment une question de vocabulaire, parce que le rapport au monde se construit autour des mots qu'on va poser sur ce qu'on ressent. Il faut voir que c'est des mots tout ça, c'est pas le réel, c'est les mots qu'on a posés. On a posé le mot joie autour d'une certaine quantité d'expérience que les gens ressentaient. Ils avaient tendance à appeler ça joie, d'autres avaient tendance à appeler ça calme, ensuite tristesse, colère, etc. Donc c'est beaucoup une question sémantique à partir du moment où on veut mapper, on veut cartographier l'ensemble des émotions. Donc j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, je vous transmettrai les slides si vous voulez, comme ça vous verrez un petit peu ce que j'ai posé ici. Donc autour de joie, différents niveaux de joie, parce qu'il y a différents niveaux d'intensité. Par exemple, si on prend la joie, de la satisfaction, la joie, l'euphorie, dans le calme, la tristesse par exemple, au milieu ici, déception, chagrin, tristesse, abattement, désolation, d'une certaine façon, c'est la même émotion avec différents niveaux de puissance. Donc on peut la rassembler autour de tristesse. Et en faisant ce travail-là, j'ai senti la nécessité d'ouvrir une nouvelle catégorie à l'intérieur de la catégorie émotion, qui sont des élans, presque des sentiments, qui seraient entre émotions et sentiments, où il y aurait des choses encore plus installées, plus fortes que les émotions, mais pas encore dans des sentiments,
comme ceux qu'on a posés juste ici. On va ici repartir sur une interprétation de tout ça plus simple, plus schématique pour avancer. Je vous donne déjà aussi la possibilité de, si vous avez des remarques ou des questions sur ce schéma, allez-y, hein, n'hésitez pas à prendre la parole, à écrire dans le chat. J'ai une question. Vas-y Pierre. Est-ce que tu considères que du coup, tout désir, toute joie, tout état calme, toute passion, tout amour découle du coup d'un plaisir primaire? Et pareil pour ce qui est en dessous de l'axe des X, ça découlerait toujours d'une espèce de douleur consciente ou inconsciente? Je pense que la plupart naît plutôt du désir et de la peur, pour une recherche de plaisir ou une recherche de douleur. Que d'une certaine façon, la vie, pour moi, c'est pour ça que je montrais à l'origine et je montrais l'image au départ de ce mouvement ici qu'on peut avoir chez les méduses, que d'une certaine façon, la vie est expansion et croissance. Et que c'est quand cette croissance se fait, il y a du plaisir. Quand on est connecté, quand on vit des choses agréables, il y a du plaisir. Et qu'à l'inverse, il y a des mouvements de destruction qui nous font mal, qui nous abîment. Et donc, il y a ces mouvements un peu fondamentaux. Et dans ce sens-là, oui, le plaisir va avoir tendance à apporter la joie. Mais il y a aussi on peut prendre le schéma aussi en partant avant de vivre le plaisir, avant de vivre la douleur, dans cette temporalité du schéma, que beaucoup d'émotions vont venir de la peur et du désir. C'est ça qu'on approfondira dans d'autres ateliers, puisqu'on aura l'atelier uniquement sur la peur. On approfondira cette question de désir et des peurs et pourquoi elles sont à l'origine d'énormément de choses et comment travailler dessus. C'est à partir un peu de ce schéma-là qu'on va rentrer en profondeur dans chaque atelier sur différents sujets. Le sujet de la semaine prochaine, c'est justement colère et tristesse. Mais on va déjà commencer à travailler dessus aujourd'hui. Ça va, c'est clair, Pierre? Oui, mais alors du coup, je me disais, mais peut-être que on l'abordera après, si c'est désir et peur, entre guillemets, d'abord, ça veut dire que d'abord l'acte d'anticipation. Et du coup, je réfléchissais juste à ça. Pas forcément. Il ne faut pas forcément penser à d'abord ou après parce que le désir donne déjà du plaisir. L'anticipation du plaisir offre déjà un plaisir. Et l'anticipation de la douleur donne déjà de la douleur et de l'inconfort. Si tu as très peur de quelque chose, tu commences déjà à l'imaginer, c'est déjà réel. Donc c'est beaucoup plus imbriqué, les deux notions d'anticipation et de vécu, que schématiquement séparées. Et le plaisir peut t'amener à imaginer encore plus de plaisir, la douleur peut t'amener à imaginer encore plus de douleur. Donc les deux sont assez proches en réalité. Et on verra dans d'autres ateliers que le désir et la peur eux-mêmes sont très proches, beaucoup plus que ce qu'on imagine. On pense souvent séparer, j'ai mes désirs, j'ai mes peurs. En fait, c'est beaucoup plus imbriqué que ça. Souvent, ce qu'on désire le plus qui nous fait aussi peur. Parce que tout ce schéma-là est la rencontre d'une certaine façon de soi avec l'altérité, avec le monde. Et donc, on désire un certain nombre de choses dans le monde, mais on en a peur aussi. Des choses qui nous font peur car on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas le réel. On va revenir ici, là c'était notre moment un petit peu plus large, réflexion un peu plus philosophique, mais on va revenir sur des choses plus basiques et plus applicables dans notre quotidien, qui est ce petit schéma sur les émotions. Et donc là, on prend deux indicateurs, les émotions légères et les émotions denses. À nouveau, je ne parle pas d'émotions positives ou négatives, parce que d'une colère peut naître des belles choses, peut naître des choses très constructives dans votre vie, si vous savez en faire quelque chose. Éventuellement une tristesse aussi. Donc l'idée, c'est pas de décrier, de se dire la tristesse est mauvaise. Par contre, elle est plus dense, elle est plus lourde, elle a un impact qui est différent. Le calme et la joie, eux, sont plus légers, d'une certaine façon. Et dans l'autre sens, notre autre indicateur ici, des choses plus internes, des choses plus externes. On pourrait discuter ça, il peut y avoir une joie qui est interne, une joie qui est plus partagée avec les autres. La tendance, c'est que la joie s'exprime plus vers l'extérieur, le calme est un mouvement plus vers l'intérieur. Et là, vous allez essayer de faire la chose suivante. Vous allez essayer de déterminer quel pourcentage dans votre vie vous avez de ces 4 grandes émotions, pour arriver à peu près jusqu'à 100%.
Combien de pourcentage de votre temps vous êtes calme? Combien de pourcentage du temps au quotidien vous sentez de la joie? Quel pourcentage de votre temps vous sentez de la tristesse? Et quel pourcentage de votre temps vous ressentez de la colère? Je vous laisse ici quelques secondes pour faire ce travail-là. Et ce qui va être intéressant, c'est de commencer à mettre en relation aussi que d'une certaine façon, les choses sont connectées. Si vous allez plus vers l'intérieur, la tendance, c'est que calme et tristesse soient dans votre quotidien. Si vous avez l'habitude d'aller plus vers l'extérieur, la tendance, c'est que joie et colère aussi se rejoignent. Donc vous pouvez voir que si, à nouveau, ce n'est pas un pourcentage exact, bien sûr, que vous êtes en train d'identifier ici. C'est plus pour vous, une connaissance de soi, une identification. Ce n'est pas une mesure exacte. Mais vous pouvez percevoir que si vous en mettez plus d'un côté, en général, ça en enlève de l'autre. Si vous allez beaucoup vers l'extérieur, beaucoup vers l'intérieur, ou si vous êtes dans des moments plus denses ou dans des moments plus légers. Alors 20 calme, 10 joie, tristesse 50, colère 20. 55 calme. D'accord. 55, 35, 1% de tristesse, 9 colère. Ce qui peut être intéressant parfois, c'est d'aller voir chez les collègues. Et si vous voulez développer quelque chose, d'essayer de voir ceux qui l'ont déjà naturellement et d'essayer de faire comme eux. Si on identifie les caractéristiques de ceux qui n'ont pas de tristesse du tout au quotidien, il y a des chances que dans leurs habitudes, dans leur quotidien, dans leur façon de voir le monde, etc., ils aient mis en place certaines choses que l'on aimerait bien mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des répartitions ici très différentes d'une personne à l'autre. Moi, j'ai une question. Ouais, vas-y, Mounia. En fait, j'ai deux questions. Je vais commencer par la première. Là, j'ai mis mes pourcentages. Mais moi, j'ai l'impression que souvent, la colère, chez moi, c'est mon go-to facile qui masque en fait les autres émotions. Et typiquement, j'ai vraiment observé que c'était pas simple pour moi d'être triste et que souvent, la colère masquait en fait une tristesse que j'avais pas envie de ressentir. Donc, c'est pour ça que mes pourcentages, à quel point est-ce que je suis lucide sur ce que je ressens vraiment. Mais donc ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, est-ce que le but, c'est de ne pas ressentir de tristesse ou de colère? Je ne pense pas. Enfin, d'émotions désagréables. Je ne pense pas que ce soit ça le but. Et quel est un peu toi ton avis sur le but, en fait? Ok. Alors la première question, c'est justement le chemin qu'on va essayer de suivre ensemble. Une fois que vous identifiez ça, ces pourcentages, c'est de commencer à creuser derrière. Pourquoi vous ressentez ça? Quelle situation déclenche ce genre d'émotion? Et sur le chemin, vous allez pouvoir vous rendre compte que la colère est liée avec telle chose chez vous. Une frustration vis-à-vis de telle chose, et que vous avez la tendance de la déclencher en colère plutôt qu'en tristesse. Il y a des théories qui disent que, en effet, parfois la colère est une tristesse cachée. Mon interprétation, c'est plutôt une façon de réagir à quelque chose qui va pas bien. Et que parfois on a l'habitude de le transformer dans un sens ou dans l'autre. Mais éventuellement, en enlevant la colère qui nous maintient en mouvement et en activité, oui, on va se retrouver plus vers l'intérieur et on va être confronté peut-être plus à la tristesse. Mais je dirais que c'est intéressant quand même de séparer les deux dynamiques qui me paraissent être à traiter malgré tout. Tu vois, si on travaille sur la tristesse, je ne dis pas forcément que ça va gérer la colère. Je sais pas, ça dépend des cas. Il peut y avoir des cas où c'est très imbriqué, les deux sont très proches. Mais je dirais que ça reste deux dynamiques qui sont intéressantes à traiter aussi séparément pour se faciliter la vie. Mais là, on est dans quelque chose d'un peu philosophique. Il faudrait rentrer un peu dans le concret, de dire, voilà, là, ma colère est liée à ça, et d'aller plonger dedans et d'essayer de comprendre ce qu'on peut gérer. Pour répondre à ta deuxième question, est-ce que l'objectif, c'est de ne pas ressentir? Alors déjà, ce n'est pas possible. Tant qu'on va être en vie, on va ressentir. Donc, la seule façon de ne pas ressentir, ce serait de nier, en fait. Et donc, ça ne va pas être une bonne stratégie. Et au contraire, on va essayer de vivre plus, d'être plus en interaction, de créer plus de liens. Puisqu'on avait vu que ce spectre des émotions, d'une certaine façon, est né à partir de l'interaction avec le monde. Plus on va être en interaction, plus on va ressentir des choses. Et donc, le but, c'est peut-être même de sentir plus, plutôt que de sentir moins. Par contre, c'est de savoir mieux gérer.
Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aussi au fur et à mesure des mois. Quand on va travailler la semaine prochaine sur la question de la colère, comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on canalise? Comment est-ce qu'on sublime les choses? Au lieu de les vivre, au lieu de les garder à l'intérieur de soi, au lieu qu'elles explosent, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Mais je dirais que selon moi, l'objectif n'est pas de sentir moins, peut-être même de sentir plus. En tout cas, de ressentir plus, de percevoir davantage, d'avoir davantage conscience de ses émotions. Donc sentir plus la douleur, s'y connecter davantage. Pas forcément, Sophie, parce que la capacité à gérer les émotions, c'est aussi la capacité à amener l'attention dessus ou à amener l'attention sur autre chose aussi. Changer de canal. Donc dans certains cas, il va falloir traiter et amener l'attention dessus, et dans d'autres cas, plutôt amener l'attention sur autre chose. Si je prends la question très basique du physique, vous êtes en train de courir et vous avez mal quelque part. Ça fait mal aux jambes, par exemple. Vous êtes en train de faire un marathon. La douleur arrive. Deux façons de la traiter qui, les deux, sont valables. Une, c'est amener l'attention sur la douleur pour que le corps se mobilise et travaille dessus, si on a envie de le régler. Autre stratégie, amener l'attention sur toute autre chose pour ne pas y penser et qu'on continue à avancer. Donc ça dépend des cas. En tout cas, c'est d'être plus conscient du processus. Mais pas forcément de se focaliser sur la douleur qui va la faire grandir, surtout si on est dans la plainte d'une certaine façon. C'est-à-dire si vous êtes dans la douleur en vous plaignant de la douleur, la tendance c'est qu'elle grandisse. Par contre, si vous amenez l'attention pour traiter les choses, là c'est intéressant, pour exprimer, pour faire quelque chose avec, là on va avoir un outil intéressant. Après c'est une question large, Sophie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que tu attendais ou... Oui, je vous remercie. En effet, je pense que c'est un sujet qui gagnerait à être développé et ce n'est pas l'occasion ce soir, mais je vous remercie, ça m'a éclairé. Ok, je te donne des pistes de réflexion là-dessus. La suite de notre réflexion maintenant, c'est quelles sont les situations, actions, activités qui ont tendance à activer chacune d'entre elles. Donc vous reprenez ici le schéma juste avant, calme, joie, tristesse, colère. Qu'est-ce qui a tendance à activer ça chez vous? Donc là, on commence à faire ce travail que je décrivais à Mounia juste avant, de se dire, ok, j'ai à peu près ce panorama, ce schéma émotionnel. Qu'est-ce qui déclenche ça chez moi? J'ai commencé à avoir plus de conscience. Déjà, vous remarquerez que souvent, il y a des émotions qu'on ressent, on n'en a pas conscience. On a donné des pourcentages ici, c'est aussi parce que parfois, on n'est pas attentif à ce qu'on ressent en termes émotionnels. Mais disons, les moments où vous en avez conscience, selon vous, qu'est-ce qui le déclenche? Commencez à poser ici. Là, vous n'avez pas besoin de partager, c'est plutôt pour vous. Commencez à réfléchir chacune des dimensions. Calme, joie, tristesse, colère. Qu'est-ce qui a tendance à déclencher ça chez vous? J'ai marqué de façon large. Situation, ça peut être des choses dans lesquelles vous êtes plongé. Ça peut être des actions, ça peut être des activités que vous faites au quotidien. Vous pouvez identifier aussi éventuellement à travers ça des concepts, des idées. C'est l'idée de... Je me rends compte que toutes ces actions que je pose pour la joie, elles ont en commun le fait de me sentir, par exemple, connecté, de me sentir ceci, de me sentir cela. Je ne développe pas trop pour que vous ayez vos propres réponses, ce n'est pas les miennes. En fait, le calme, je ne le vois pas comme une émotion, mais plus comme un état naturel. Et en l'occurrence, dans le concept et dans mon expérience, je dirais que rien ne déclenche le calme. Enfin, je veux dire, c'est... Je suis d'accord avec toi d'une certaine façon. D'une certaine façon, le calme, la colère, quand elle revient au point de non-colère, on revient à un calme. Donc on peut décrire le calme comme une absence éventuellement d'émotion. Mais on peut aussi amener le calme dans une autre interprétation. C'est pour ça que je disais que ça dépend beaucoup de la sémantique, vers l'interprétation de sérénité. Sensation vraiment de connexion, d'être bien, de se sentir bien. Donc si tu amènes le calme dans ce sens-là, un calme où il y a du bien-être derrière, là on est plus dans quelque chose qu'on peut appeler d'émotion. Mais je suis d'accord avec toi que la question se pose de poser le calme comme une émotion. Mais d'une certaine façon, ce qu'on cherche à développer, ce qui est le plus agréable de ressentir au quotidien, c'est la joie et la sérénité, la tranquillité. Un mouvement vers l'intérieur de bien-être, un mouvement vers les autres aussi de bien-être, qu'on peut appeler calme et joie. Mais à nouveau, on est pauvre en termes de vocabulaire sur les émotions. C'est des mots qui ont été posés dans notre culture sur les ressentis.
C'est pas la panacée de ce que sont les émotions. Et une autre chose intéressante, Pascal a remarqué là-dessus, c'est que dans ta structure, c'est un état presque naturel. Et peut-être que dans tes pourcentages, tu as posé 80% ou quelque chose comme ça sur le calme. Mais pour d'autres personnes, pas du tout. D'autres personnes sont en permanence en train de ressentir justement des oscillations, des variations qui les amènent plutôt de la colère à la joie, à la tristesse. Et leur quotidien est fait de grandes montagnes russes. Et pour eux, revenir au calme, ils ont besoin vraiment d'identifier tous les éléments. Toi, peut-être c'est plus facile. Identifier les quelques éléments qui font que, en effet, tu es dans le calme. Et ton défi va être sur d'autres choses, sans doute. Là, c'est un travail qu'on entame aujourd'hui, qui est un travail de connaissance de soi, en fait, d'observation de ce qu'on ressent et de pourquoi on ressent les choses. Parce qu'à partir de là, vous allez avoir un certain nombre d'insights, de clés qui vont vous indiquer qu'est-ce que vous avez besoin de développer au quotidien pour vous sentir mieux. Et donc, ici, la question qui vient après, c'est déjà qu'est-ce que vous aimeriez ressentir ? Parce qu'en effet, certains peuvent me dire, moi, la tristesse, finalement, j'ai quand même envie de la ressentir. Donc, on peut respecter toutes les possibilités là-dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez ressentir ? Vers quelles émotions vous avez envie de ressentir ? Je vous ai posé, bien sûr, la possibilité un peu évidente, mais vous pouvez changer cet énoncé-là. Je vous ai mis comment devrait être votre quotidien pour ressentir plus de calme et de joie. Mais si c'est un autre mix que vous voulez ressentir, n'hésitez pas à le poser sous d'autres mots qui vous correspondent davantage. Mais si vous voulez, comment devrait être votre quotidien pour ressentir les émotions que vous avez envie de ressentir ? Puisque vous avez identifié dans ce tableau émotionnel, quelles sont les activités, les actions, les situations qui vous conviennent, qu'est-ce qui manque peut-être dans votre quotidien pour aller dans cette direction-là ? Et là, parfois, il y a des choses très évidentes qui arrivent. Il y a telle chose, en fait, qui me fait tellement de bien, mais je ne le fais pas. N'hésitez pas ici à aller dans les détails, à construire déjà une image concrète. Ça va nous servir de guide aussi dans les 2 prochains mois. Parfois, les réponses, vous les avez déjà, en réalité, pour changer votre panorama émotionnel. Mais il faut les poser, il faut les clarifier, et il faut avancer de façon concrète dans cette direction. Et vous allez maintenant exercer ça, si vous le souhaitez, dans les prochaines semaines, autour, dans un premier temps, d'un changement. Il y a peut-être un certain nombre de choses que vous avez déjà identifiées, vous allez commencer à marquer de façon large ici comment pourrait être votre quotidien, etc. Commencez par une chose, définissez un changement, avant de les faire tous éventuellement, s'il y en a beaucoup, mais définissez un changement qui soit concret. Puissiez écrire, c'est pas j'aimerais, vivre plus connecté au monde, etc. Ça, c'est trop abstrait. Un changement, une chose, voilà, me lever à telle heure, faire telle chose, écrire, parler 3 fois par semaine, le plus concret possible. Recontacter tel ami, telle personne, chose la plus concrète possible. Concret, facile à mettre en place parce qu'on va essayer de prendre le goût ici au changement, de percevoir que le changement peut être rapide. Donc prenez dans un premier temps une action qui soit facile à mettre en place et qui ne dépend que de vous. Parce que si vous commencez à poser quelque chose ou relativement que de vous. Si vous savez que vous êtes capable d'obtenir avec les autres. Si c'est rencontrer plus mes amis, ça dépend aussi d'eux, mais si vous avez l'habitude de les voir, ce ne sera pas difficile. Si c'est voir un ami avec qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans, là, c'est plus compliqué. On ne va pas le poser ici comme première action. Première action, ici, on va essayer de poser un changement concret, facile à mettre en place et qui dépend que de vous. Donc, le point, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire pour sentir plus l'émotion qu'on veut ressentir, c'est ça ? Exactement. Et que tu poses une chose très concrète, de dire voilà, là je vais expérimenter de changer mon quotidien sur telle chose. Ça nous remet, pour ceux qui ont déjà fait le module 1 sur le stress, à la question des changements d'habitude. Le travail qu'on avait déjà fait sur le changement d'habitude, mais là on peut démarrer ici et se poser, se dire voilà, est-ce que je suis capable d'identifier une chose qui me ferait du bien et de la faire effectivement. C'est ça qui va faire toute la différence dans notre module. Si vous comprenez les réflexions, mais qu'il n'y a pas de tentative et de changement concret dans votre quotidien, la transformation émotionnelle va se faire assez peu. Si d'une semaine sur l'autre, on essaye de mettre en place des choses et qu'on les partage et qu'on construit ensemble et qu'on réussit à construire des réussites ensemble, là, il va se passer quelque chose. Est-ce que vous avez tous réussi à identifier quelque chose ? Levez la main ceux qui ont réussi à le faire.
Il y en a qui ont réussi, mais qui ont le visage dubitatif. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous dites pas réussi encore à identifier, je vois pas du tout de quoi il s'agit. Mais en tout cas, pour 99% d'entre vous, ça a l'air d'être déjà bien défini. N'hésitez pas à retravailler là-dessus après l'atelier, hein. Prenez tout le temps que vous voulez pour réfléchir à ces questions, pour poser, pour écrire. Et on va avancer ici ensemble sur maintenant des réflexions. On va essayer de nourrir cette réflexion. Marianne, tu voulais dire quelque chose? Ouais, enfin moi j'ai une difficulté, je sais comment, je sais ce qu'il faut que je change, mais je ne sais pas comment. Dans mon cas, il faut que je laisse plus de place au plaisir dans ma vie, mais je suis tellement habituée à fonctionner selon les obligations, l'heure à laquelle il faut se lever, manger, et j'ai des enfants, donc j'ai des heures de repas précises, des heures de coucher précises, et cetera, que je ne sais pas, hem comme action, je me suis mis de me faire plaisir une fois par jour, mais je ne sais même plus ce qui me fait plaisir aujourd'hui. Donc, il y a un travail extrêmement intéressant qui peut se jouer ici, en effet, pendant les 2 mois. Commence par quelque chose qui te vient de très simple. C'est-à-dire, tiens, telle action, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimais faire? Est-ce que c'est prendre une activité? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est avoir 10 minutes pour moi? Est-ce que c'est Mmh. d'aller chercher des choses très concrètes, vraiment du quotidien? Est-ce que c'est aller boire un verre avec une amie? Est-ce que c'est passer un temps finalement de qualité avec les enfants qui soient pas dans la course et simplement être en train de faire des choses qu'on doit faire? Mmh. Essaie de Mmh. te demander indépendamment de tout ce qui est dû, qu'est-ce Ouais. que tu ferais sans devoir justement, sans devoir le faire, par simple plaisir. Parce que ça, c'est extraordinaire pour notre quotidien. On verra un jour, on travaillera d'ici quelques mois sur la créativité, sur l'intuition. Et une des choses les plus intéressantes pour nourrir la créativité et l'intuition, c'est faire des choses sans objectif, par simple plaisir de le faire. Aller se balader dans le parc juste parce qu'on a envie d'aller se balader dans le parc peut déclencher nos meilleurs moments d'intuition et de créativité. Et là, sur cette question de te faire plaisir, ça peut être ça peut être aller marcher, ça peut être aller faire du vélo, ça peut être... Et progressivement, puisque tu t'en es déconnecté en fait de ce plaisir, alors qu'on voit à quel point aujourd'hui c'est fondamental, puisque dans notre rapport au monde, c'est un indicateur qu'on va dans la bonne direction, commence à réapprivoiser ça, à trouver des choses, et en trouvant un, on commence à lui donner un peu plus de place, et puis on en trouve un autre, et on redonne plus de place progressivement, pas à pas. Ce que je te conseille, c'est de faire puisque si on pose la grande idée plaisir, c'est trop abstrait ou ça a l'air de demander un changement incroyable. Commence par des petites choses. Merci. Et je trouve intéressant comment tu l'as posé de se dire au quotidien, dire chaque jour. Ça, c'est intéressant en termes de changement d'habitude. Tout ce qui est quotidien va avoir une force, va justement s'accumuler et commencer à prendre de l'ampleur dans votre vie. D'autres d'entre vous veulent partager ce qu'ils ont posé ou un doute qu'ils ont sur l'action que vous voulez mettre en place? Je veux bien poser une question. Vas-y, Sophie. L'autorisation, en fait, ça rejoint peut-être ce qui vient d'être dit. C'est s'autoriser réellement devant le flux de priorités, d'obligations à remplir dans un quotidien. J'ai cette tendance à toujours reporter, mais hélas de façon infinie, et la chose n'arrive jamais. Donc c'est peut-être un peu la question qui vient d'être posée, donc je suis désolée si c'est le cas. Mais je pense que l'autorisation, pour moi, est très complexe. Ouais, tu as raison. Et c'est pour ça que je conseille aussi d'y aller petit à petit, parce que ça touche forcément un tas de schémas psychologiques et de rapports au monde, etc. Mais si on a cette décision, on voit clairement, j'ai envie de me donner plus de plaisir au quotidien, on va s'autoriser d'abord, puisque comme tu l'as dit, tu l'as bien posé, le fait de s'autoriser est compliqué, on va s'autoriser un tout petit peu d'abord. Et aller voir ce qui se passe, aller voir si on vit mieux avec ça, si on est content de ça. Et ça va être le début d'un cercle de changement d'habitude. Parce qu'on a fait cette première action, on en a la satisfaction, on en a le retour positif, ça commence à prendre un peu plus d'importance dans notre quotidien. D'accord. Ok. Merci. Mais il y a forcément des questions psychologiques complexes derrière.
Je ne dis pas que la tâche qu'on se propose dans les 2 mois d'avoir un impact concret sur nos émotions, je ne dis pas que c'est facile, hein. De mon expérience, si on y met de l'énergie, de l'attention, on va arriver à des changements intéressants, mais ça demande un effort d'une certaine façon, de faire bouger nos habitudes. Donc pour continuer cette réflexion ici, une question qu'il est intéressant de se poser, que vous êtes tous déjà posé d'une certaine façon, mais on va se la reposer ici, c'est de quel temps vous avez besoin vers l'intérieur et de quel temps vous avez besoin vers l'extérieur. Parce que vous voyez que cette logique, cette dynamique des émotions dépend beaucoup de ce qu'on vit à l'intérieur de soi et ce qu'on vit à l'extérieur. En général, on a des besoins dans les 2 sens. Et donc, est-ce que vous avez des temps de qualité vers l'intérieur? Est-ce que vous avez des temps de qualité vers l'extérieur? Sinon, ça va être difficile d'avoir un bon épanouissement émotionnel si tout est rempli en effet de devoirs, rempli d'obligations, rempli de choses exigeantes qui peuvent vous faire plaisir par ailleurs. Mais où il y a très peu de temps simplement où les choses ont d'espace vers l'intérieur et d'espace vers l'extérieur. Vous pouvez vous poser cette question-là dans votre profil, parce que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont poser, moi j'ai besoin en fait, 80-90% de ce qui me ressource c'est vers l'intérieur, c'est d'être seul, c'est d'avoir du temps pour moi, c'est de me balader, c'est de lire. Et d'autres c'est le contraire. 90% de ce qui me ressource c'est d'aller voir les autres, c'est de me connecter, c'est d'aller danser, c'est d'aller rire. Mais 100% d'entre nous ont besoin des deux. On n'a jamais le cas qu'on a besoin de uniquement la connexion vers l'intérieur. Ces 2 connexions vont être les 2 mouvements fondamentaux qui vont permettre l'épanouissement des émotions. 50-50. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est d'identifier chez vous ces 2 mouvements et de voir qu'est-ce qui vient remplir, qu'est-ce qui vient nourrir ces 2 mouvements-là. C'est très lié à ce qu'on a posé avant sur les émotions. C'est pour continuer à avoir des réflexions, des insights sur tout ça. Ça dépend beaucoup de la personnalité de chacun. Personnalité plus extravertie, plus introvertie. Et dans ce sens-là, sur la partie de l'intérieur, de ce temps pour soi, vous avez un outil extraordinaire qui sont les pratiques de la 2 Roses méthode. Donc vous avez en fait tous les ingrédients pour avoir du temps, cette connexion à soi, retour vers soi, pour se sentir bien, déclencher sérénité, calme et joie. C'est exactement ce qu'on fait dans nos pratiques tous les jours ensemble. Et là, je vous ramène à l'atelier de la semaine dernière, où on a posé respiration, relaxation et visualisation comme les meilleurs outils de transformation émotionnelle. Donc n'oubliez pas ce qu'on a vu la semaine dernière, on va rajouter ce qu'on a vu la semaine dernière à ce qu'on va faire ensemble. Vous avez ici des outils extraordinaires pour transformer votre état émotionnel. Le rythme de votre respiration qui change, la relaxation, la visualisation, tout ça va vous permettre de vous mettre dans les émotions que vous souhaitez. Et au passage, en plus de ça, on fait un travail de prise de conscience. Beaucoup d'entre vous ont identifié qu'ils voulaient être plus conscients de leurs émotions. Pour être plus conscient des émotions, il faut amener l'attention à l'intérieur de soi. Et c'est de voir ce qu'on est en train de ressentir. C'est exactement ce que fait notre cours. Dans le cours de 30 minutes ou d'1 heure, vous commencez par fermer les yeux, amener l'attention à l'intérieur de vous, d'abord sur votre corps et sur votre état. Vous gagnez en capacité d'observation. Et cette capacité d'observation va vous donner une possibilité de travailler sur les émotions. À partir du moment où vous les percevez et que vous avez la capacité, à travers différents outils, de transformer votre état émotionnel, vous gagnez en capacité de gestion. Et à nouveau, c'est pas nier l'émotion, c'est pas dire elle est pas là, mais c'est avoir une meilleure capacité de la transformer. Et là, vous avez techniquement les 3 meilleurs outils dont vous pouvez rêver pour transformer les émotions. Et donc, je vous invite à en user et abuser. Connectez-vous ici au quotidien. Vous avez les cours ici, à la fois de 30 minutes ou d'1 heure, qui font ce travail de transformation émotionnelle au quotidien. Et quand vous l'avez très régulièrement dans votre quotidien, la structure émotionnelle a tendance à changer. Que vous y réfléchissiez ou pas d'ailleurs. Là, ensemble, on va en plus réfléchir dessus, le mettre en perspective. Donc, on va accélérer ce mouvement-là. Mais indépendamment d'être dans le module intelligence émotionnelle, tous nos élèves, au bout de quelques mois, sentent une évolution en termes de gestion des émotions. Parce qu'on fait ce travail-là. On amène l'attention sur soi, on gagne en conscience et on fait tout ce travail de transformation de notre état
pour avoir un impact, notamment sur l'émotion. Patricia, tu as une question parce que j'ai vu que tu as levé la main. Ou c'était pas exprès? D'accord. Et les mains virtuelles, ça fait ça. pas de problème. Et maintenant, je vais vous proposer un deuxième outil, qui est mon outil préféré, que j'ai rebaptisé aujourd'hui, inspiré par une discussion avec Paul-Henri. Je l'ai rebaptisé la météo des émotions. Tu m'en voudras pas, Paul, d'avoir volé ton nom, volé le nom de ta propre exercice que tu fais, parce que j'ai tellement aimé le nom que je me suis dit il faut utiliser ce nom. Ça faisait des années que j'appliquais cette petite astuce que je vais vous révéler ici, qui pour moi est peut-être une des meilleures pratiques. Paul me dit aucun souci, je savais que tu serais magnanime et que tu nous offrirais ce terme. Donc je vais vous présenter ce que j'ai appelé ici la météo des émotions. La météo des émotions, ça consiste simplement, et c'est la simplicité de l'outil qui donne sa puissance, à se poser la question de comment on va, comment on se sent. C'est un outil que vous pouvez d'abord utiliser seul, et inspiré justement par la discussion avec Paul, on peut l'utiliser aussi à plusieurs. Pour ma part, je l'utilise seul déjà depuis assez longtemps, et pour moi, c'est une des pratiques qui donne les meilleurs résultats sur la gestion des émotions. C'est de vous poser, avoir de quoi écrire. Si vous le faites seul, il faut le poser à l'extérieur de vous-même. Se parler seul, c'est assez limité, sauf pour certaines personnes qui ont une grande capacité de construction mentale. Pour 99% des gens, on a besoin d'un outil externe. Donc notez, que ce soit sur papier ou sur téléphone ou sur ordinateur, vous posez cette question sincèrement à vous-même. Comment vous allez? Comment vous vous sentez? Au passage, on se demande beaucoup les uns les autres comment on va, mais en général, on ne souhaite pas vraiment avoir la réponse. Seuls les meilleurs amis nous regardent et nous disent comment tu vas. Et c'est un comment tu vas sincère. Et il fait du bien ce comment tu vas. Quand l'autre veut vraiment savoir, nous donne un vrai espace pour exprimer. Mais comme on n'a pas toujours ce meilleur ami à côté de soi, on va commencer déjà soi-même par s'offrir ce luxe-là. Et très souvent, le plus souvent possible, aussi souvent que vous le souhaitez, vous posez cette question et commencez à écrire dessus. Et là, la façon d'y répondre, il faut que vous répondiez de la façon la plus spontanée possible, la plus sincère possible. Tout ce qui vous vient. Il n'y a pas de juste et il n'y a pas de faux. Vous verrez que parfois vous viennent des choses que vous exprimeriez pas à haute voix. Laissez les choses sortir. Écrivez tout ce qui vous vient. Je me sens comme ci, comme ça, pour telle raison. Telle personne est comme ça, elle est comme ça. Mon conjoint ceci, mon meilleur ami cela, mon collègue ceci. Laissez le flux vraiment sortir ici. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire d'une certaine façon, on est en train de rendre conscient ce qui est inconscient. Et déjà de rendre conscient l'émotion qu'on est en train de ressentir. Et vous allez voir, en fait, pour ma part, j'utilise cette météo des émotions à chaque fois que je me sens pas bien. Et parfois, je ne sais pas pourquoi. Parfois, je me sens pas bien. Comme disait aussi Pascal, le calme, ça peut être quelque chose, on ne sait pas d'où il vient. Mais la tristesse aussi, parfois, on est triste ou on ne se sent pas très bien. On ne sait pas expliquer d'où ça vient. Il n'y a pas eu un élément marquant, clé, fort qui a déclenché notre émotion. Donc, à chaque fois que je ressens ça, je me pose cette question. Comment tu te sens? Et je commence à répondre. Et en finissant cette réponse-là, non seulement on a plus de clarté, mais le simple fait de l'avoir exprimé, comme avec votre ami, ça vous fait déjà du bien. Lorsqu'on a exprimé à son ami ce qu'on ressentait, on a déjà canalisé, on a déjà dépassé une partie de l'émotion. Et donc ce que je vous propose ici ensemble, c'est de commencer à faire ça. Et ensuite on va le faire un petit peu en jouant un peu avec ça, en fermant les yeux, mais on va le faire d'abord là de façon concrète. Donc prenez 2-3 minutes ici, et après vous pourrez prendre autant de temps que vous voulez chez vous là-dessus. Prenez 2-3 minutes. Du coup, tu nous recommandes de faire toujours au même endroit ou on s'en fiche? Ce qui est important, c'est pas de... Parce que tu vois, si je note sur un cahier, dans ces cas-là, je suis dans le métro, j'ai pas mon cahier. Enfin, voilà. Ouais. Alors, pour ma part, je n'ai jamais relu ce que j'ai écrit. Mais par contre, je les note tous. Dans mon cas, parce que les émotions sont un sujet d'étude pour moi et de recherche. Du coup, je les note tous avec un même titre, malgré tout.
parce que je me dis qu'un jour, j'aimerais reparcourir ça, faire des liens, etc. Parce qu'on est en train quand même de commencer à sonder un peu notre niveau inconscient. Donc, c'est extrêmement intéressant en termes de connaissance de soi. Mais déjà, le fait de noter, c'est-à-dire, te bloque pas avec ça. Quand tu es chez toi et que tu es dans les conditions, note-le toujours au même endroit. Mais le fait, la pratique elle-même, simplement de faire sortir les choses. Si tu le relis jamais, ça n'a aucun problème. C'est pas forcément le but. Le fait Toi, même tu de te l'envoies en poser, mail, en gros. tu peux aussi te l'envoyer. Si tu sens que tu as noté des choses qui sont importantes et que tu as envie de garder, tu te l'envoies. Mais parfois, c'est simplement vraiment la catharsis, le fait de faire sortir, que l'émotion soit à l'extérieur de vous. Et très souvent, vous allez identifier tout de suite les choses que vous avez besoin de faire pour vous sentir mieux. Parce que vous n'étiez pas posé cette question aussi simple. On est un peu dans l'instabilité émotionnelle, mais on ne s'est pas posé la question qu'est-ce que je ressens. Et de là viennent beaucoup de réponses. Prenez ici 2-3 minutes, c'est notre dernier exercice d'aujourd'hui, donc on ne va pas trop dépasser ce module, on va essayer de le faire une heure à chaque fois pour les ateliers. Mais on prend encore quelques minutes ensemble. J'ai une autre question aussi, Jonathan. Le fait de poser comment on se sent, tu fais ça une fois par jour ou parce que, tu vois, si je me remémore ma journée aujourd'hui, je me suis sentie complètement différente à différents moments de la journée. Le but, c'est pas forcément de tout cartographier, tout ce que vous avez ressenti. C'est pas une collecte de toutes vos émotions. Ça pourrait se faire. On pourrait dire, tiens, j'ai envie sur une semaine de voir finalement de mieux répondre, de répondre de façon plus précise à la question de calme, colère, etc. Qu'est-ce que je ressens vraiment dans ma journée? Donc tu peux le faire dans ce sens-là, pendant quelques jours, de se dire, tiens, j'ai envie de voir tout ce que j'ai vécu dans la journée. Mais là, je l'utilise plus, pour ma part, comme à chaque fois que j'en sens la nécessité pour clarifier, pour me sentir bien. Donc à chaque fois que je sens que je me sens pas bien, c'est mon premier réflexe. D'ailleurs, j'utilise, et on verra ça aussi parce qu'on travaillera beaucoup sur la gestion des conflits, je m'oblige presque à faire toujours ça avant d'aller discuter de quoi que ce soit. C'est-à-dire si j'ai pas au clair déjà un peu les tenants et les aboutissants pour moi, je vais éviter d'exprimer les choses envers les autres. Sinon ça va pas sortir de la bonne façon. Ouais, ok. C'est aussi un outil qu'on peut utiliser en amont de discussion. Est-ce que je suis déjà au clair avec ce que je ressens? Au lieu d'aller tout de suite, comme disait Mouniad, parfois il y a la colère, mais la colère, on ne sait pas trop d'où elle vient, elle est mêlée à un tas de choses à l'intérieur de soi, donc on va exprimer de la colère, mais ce n'était pas forcément ça qu'on avait envie d'exprimer, ce n'était pas forcément notre besoin. Donc c'est un outil qui est à multi-usage, en fait, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, et grâce à Paul, on lui a donné un joli nom aujourd'hui. Ça va, Marion? J'ai répondu à ta question? Oui, complètement, ouais. Ouais, c'est ce que j'avais en tête, donc ça m'a fait que confirmer, ouais. Merci. Donc ma suggestion sera de l'utiliser tous les jours d'ici mercredi prochain, mais ensuite utilise-le quand tu en sens le besoin. Pour ma part, j'en sens le besoin assez souvent, tous les 2-3 jours, je me pose ou le soir par exemple, là on revient sur la question gestion du stress. Le soir, le fait de poser un certain nombre de choses, au lieu d'aller dormir avec un tas de choses en tête, poser comment on sent va aider aussi derrière à mieux dormir et être moins stressé. Ça peut être une très bonne technique aussi de gestion du stress. Marianne, oui, c'est très juste ce que tu as posé ici avant d'aller parler à quelqu'un. C'est bien de savoir comment on est et comment on risque de tourner la conversation. Et vous allez prendre des décisions avec plus de conscience et souvent, c'est des décisions différentes qui sont prises à partir du moment où on a fait ce travail de prendre une pause et de noter vraiment ce qu'on ressent. Les prises de décision derrière sont très différentes puisqu'on gagne en clarté. Et on va jouer juste en quelques secondes ici, pour vous donner le chemin qu'on ferait exactement dans nos cours de 30 minutes, d'1 heure, où on plonge profondément. On va juste jouer avec ça. On ne va pas le faire formellement, mais on va juste jouer avec ça. Vous allez vous asseoir de façon confortable ici. Sur votre chaise, sur un fauteuil. Posez de la façon la plus confortable possible. Vous fermez les yeux. Et vous rendez d'abord la respiration plus profonde. On va utiliser la respiration ici pour commencer à se connecter à soi. Inspiration profonde, expiration profonde. Quelques cycles ici. Inspiration bien profonde, expiration profonde. Et vous commencez à vous décontracter davantage. Vous profitez de ce moment ici, de cet espace que vous vous donnez pour vous relâcher, pour vous détendre.
Et on ne va pas chercher ici à transformer notre état. C'est ce qu'on fait d'habitude. Là, aujourd'hui, on va simplement observer. Vous amenez l'attention d'abord sur votre corps, essayant de ressentir dans quel état de forme physique vous êtes. Essayez de vous connecter aux sensations internes, de voir comment le corps se sent. Vous pouvez amener l'attention dans les organes à l'intérieur du torse, là où la majeure partie du fonctionnement de notre corps se passe. Comment vont vos organes digestifs, comment fonctionne ici le cœur, les poumons, quel état est aussi le cerveau, la tête. On prend davantage, on plonge à l'intérieur de soi, on prend davantage conscience de soi, on essaye de ressentir dans quel état physique on est. Et maintenant, vous faites cette même observation au niveau émotionnel. Vous cherchez à percevoir, sans juger, sans chercher à transformer, dans quel état émotionnel vous êtes. Est-ce que vous êtes plus tendu? Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce que vous avez une partie éventuellement de frustration, de colère à l'intérieur de vous, résiduelle? Est-ce que vous avez une forme de tristesse ou est-ce qu'à l'inverse, vous vous sentez léger, serein, joyeux? Sans juger ici, vous amenez simplement l'attention et vous cherchez à observer. Et c'est de ce niveau d'observation, de perception plus ample que l'on va développer au quotidien qui vous donne la possibilité d'interagir avec vous-même, de transformer l'état dans lequel vous êtes. Vous pouvez déjà jouer quelques secondes simplement avec la respiration plus profonde, percevoir comment se connecter à la respiration et le plaisir de respirer fait déjà que naturellement on se dirige vers une émotion plus légère. Jouez avec ça ici, simplement pour découvrir ce chemin, la respiration bien ample. Une grande inspiration, on garde les poumons pleins. Vous pouvez ici ouvrir bien la poitrine, laisser un léger sourire sur votre visage. On joue simplement ici pour voir qu'on a la capacité, la possibilité de faire évoluer consciemment l'état émotionnel dans lequel on est. Puis vous faites une inspiration profonde, vous rouvrez les yeux. On termine notre mini-exercice ici d'aujourd'hui, qui est simplement une observation pour vous montrer comment les techniques que l'on fait au quotidien ont cette capacité-là de vous amener à percevoir davantage votre univers émotionnel et à partir du moment où on le perçoit, d'avoir les outils pour le transformer. C'est juste un petit jeu, on va dire. Petit début de jouer avec notre état émotionnel. Et ça, tous nos élèves l'ont observé. C'est-à-dire à la fin d'un cours de 30 minutes, on a tous quasiment ressenti qu'à la fin des 30 minutes, on ne se sent pas dans le même état qu'au début des 30 minutes. Et parce qu'on a passé tout ce temps-là à travailler sur les conditions pour se sentir bien. Donc vous avez, c'est vraiment ce qui va être complémentaire. La pratique la plus régulière possible des cours que vous avez online et présentiel à partir de d'ici quelques semaines, on reprendra le présentiel, va être vraiment la base aussi pour nourrir notre travail de gestion des émotions. Et on verra, on reparlera justement de la météo des émotions dans la gestion des conflits. On verra comment est-ce qu'on peut l'appliquer aussi en groupe, parce que je vous ai dit qu'on pouvait l'appliquer à plusieurs. Là, on a vu aujourd'hui déjà comment l'appliquer tout seul, comment l'appliquer pour ses propres émotions. Donc, ce que je vous propose ici, d'ici la semaine prochaine, c'est la chose suivante. Je vais vous donner 2 défis. Vous pouvez choisir l'un des deux ou choisir de faire les deux. Le défi de niveau 1, qui est la base de la base, c'est de faire au moins 3 cours de 30 minutes ou 1 heure dans la semaine. D'ici mercredi prochain, que vous ayez ce challenge de se dire d'en faire 3. C'est faisable pour tout le monde. 3, normalement, vous pouvez tous y arriver. Donc se dire à partir d'aujourd'hui, d'ici mercredi prochain, de faire 3 cours avec cette observation-là, de dans quel état vous êtes au début du cours et dans quel état vous êtes à la fin du cours. Donc ça, c'est le défi niveau 1, que vous pouvez tous relever. Ensuite, vous pouvez choisir de relever également le défi de niveau 2. Météo des émotions chaque jour, au moins 1 fois dans la journée. Si vous y prenez goût, que vous avez envie de le faire 2-3 fois dans la journée, vous pouvez. Mais au moins 1 fois dans la journée, vous posez et laissez le temps qu'il faut. C'est-à-dire, si vous commencez à écrire, écrivez jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à écrire.
oser poser les choses plus virulentes qui sortent. C'est là que ça fait du bien parfois, quand on pose des choses sur le papier qu'on n'aurait pas osé dire à l'autre. Alors faites attention qu'on ne puisse pas lire ce que vous avez écrit. Vous écriviez dans un lieu qui soit confidentiel, parce qu'en général, ce qu'on pose, d'ailleurs on ne le pense pas vraiment, c'est pas quelque chose qu'on dirait à l'autre parfois. Ce qu'on pose ici, c'est vraiment l'émotion brute. Et l'émotion brute, c'est pas forcément la vérité. C'est une forme de vérité que vous ressentez à un moment donné, mais une demi-heure après, ou même à la fin de votre texte. Ce qui arrivera souvent, c'est que vous allez écrire des choses, à la fin du texte, vous allez écrire d'autres choses qui sont en contradiction. C'est-à-dire, l'autre est comme ci, comme ci, comme ça. Et à la fin, ah, mais finalement, il est quand même pas si mal. Parce qu'à partir du moment où l'émotion a eu de l'espace pour s'exprimer, on pense différemment. Donc, osez écrire, posez tout ce que vous voulez. Donc, c'est nos 2 défis ici. 3 cours de 30 minutes ou 1 heure et météo des émotions. On se retrouve la semaine prochaine pour le 2e atelier de notre module, comment transformer colère et tristesse. Là, je vous ai donné un panorama général, on a commencé à se poser les questions. Maintenant, on va aller, quels outils on a pour transformer la colère, quels outils on a pour transformer la tristesse, comment est-ce qu'on fait ce switch vers sérénité et joie. Et la semaine d'après, affronter ses peurs. Vous voyez qu'on fait des focus ici sur les parties les plus importantes et qui ont le plus d'impact dans votre quotidien. Formellement ici, on termine notre atelier d'aujourd'hui puisqu'on a dépassé de quelques minutes notre heure, mais je vous laisse un temps ici si vous voulez partager vos insights. Toujours intéressant parce que les insights des uns peuvent devenir les insights des autres. Donc j'aimerais que si vous devez y aller, pas de problème pour y aller. Ityong, est-ce que tu peux mettre dans le chat le lien pour ceux qui sont dans l'appli pour réserver des cours? Parce que comme ça, vous pouvez tout de suite commencer à remplir votre défi des 3 cours dans la semaine en réservant déjà les 3 prochains cours. Donc, dans le chat, vous allez avoir le lien app.derosemeditation.com. Vous pouvez cliquer directement dessus. Comme ça, vous pouvez déjà vous programmer pour les 3 prochains cours. Mais maintenant, je laisse un temps ici. Donc, si vous devez y aller, n'hésitez pas à y aller. Mais on prend quelques minutes ici pour partager les insights des uns des autres. Donc, Paul-Henri dit, par insight, plutôt une question. Comment tu verrais le stress, mélange de plusieurs émotions? On peut définir le stress comme tension émotionnelle. Donc, elle se situe à un niveau émotionnel. C'est une forme de pression. C'est comme si on se sentait un peu écrasé. On est un petit, je sais pas quelle image tu veux te donner, de comment tu te représentes, mais on est mis sous pression. Et c'est cette pression qui va faire qu'on va utiliser des ressources cachées à l'intérieur de soi. Donc, ce serait l'émotion pression, se sentir sous pression. Après, je la pose pas forcément comme une émotion, parce que je trouve que c'est plutôt une cause d'une émotion. C'est-à-dire certains sous pression vont se sentir, vont déclencher plutôt de la colère, plutôt de la joie. Il y a des gens qui sous pression adorent, se sentent bien, se sentent mobilisés. D'autres qui sous pression se sentent tristes, se sentent déprimés, etc. Donc je le mettrais plutôt comme une cause émotionnelle. Mais à nouveau, c'est une question de sémantique et ça se discute. Bonne soirée Virginie. Et tu peux me donner ton interprétation, Paul-Henri, aussi. Selon toi, c'est une émotion dans ce qu'on a posé comme spectre, tu le mettrais comme une émotion? Tu le mettrais où? J'ai du mal à le placer. Je suis pareil que toi. Au moment où j'ai noté tout le grand schéma avec toutes les émotions à l'intérieur, je me suis posé la question de si je le mettais ou pas. Et je ne lui ai pas trouvé de place pour l'instant. Ok, mais on est d'accord sur le fait que c'est peut-être pas une émotion. Les autres. Ouais, vas-y, Pascal. Témoignage, en gros, cet après-midi, j'avais 2 réunions importantes, on va dire. Et ce qui était pas mal, c'est que j'étais parfaitement conscient de mon état émotionnel avant. D'ailleurs, il était très différent. Ça corrobore ce que disait une autre participante, là, que mon état émotionnel il change dans la journée. Et c'est vrai que le fait d'être conscient de comment j'étais avant que, entre guillemets, ces réunions aient lieu, je pense que ça m'a aidé pour le déroulement réel.
Donc, tu as déjà d'une Je- certaine façon appliqué ce qu'on a décrit ici un peu de façon systématisée avec la météo des émotions, en fait. D'avoir ce temps-là, de se dire comment je me sens, comment je vais. Ce qui peut, je dans ces pratique moments beaucoup aussi. de... Comment? Je pratique beaucoup aussi, alors peut-être que ça m'aide. Ça aide, bien sûr. Ce qui va aider aussi dans les moments de juste avant un entretien, un défi, c'est d'appliquer 2 outils, météo des émotions et juste après poser la visualisation. C'est-à-dire à partir du moment où, ok, comment je me sens, etc., qu'est-ce que je souhaite, d'aller vers qu'est-ce que je souhaite aussi de cette situation, pour pouvoir se projeter et renforcer le désir. Alors Marianne propose stress égale une émotion qui en masque une autre, comme la colère. C'est possible, on peut poser en tout cas le stress comme à un moment donné un rapport avec l'extérieur qui est tendu, qui fait mal d'une certaine façon. Il y a une forme de frustration vis-à-vis. Elle peut se transformer vite en frustration d'un potentiel, de mon potentiel par rapport à la situation. Et donc aller en effet du côté de frustration, énervement, colère. Ça peut être une interprétation ou un chemin. Je dirais pas que c'est l'ensemble de la perception qu'on peut avoir sur le stress, mais ça peut aller dans la direction, je pense, de frustration, énervement chez certaines personnes. D'autres insights à partager? On va tous être joyeux et calmes dans les prochaines, d'ici quelques mois. On sera un groupe de calmes joyeux. Très bien. Du coup, vous avez surtout vos devoirs à la maison. J'insiste là-dessus, ce qui va donner toute son efficacité au module sur l'intelligence émotionnelle, c'est le fait de mettre en pratique. Participer à tous les ateliers. S'il n'y a pas de mise en pratique d'un atelier à l'autre, l'effet est modéré. Les excellents résultats qu'on a obtenus dans le premier module, avec plus de 90% d'entre vous qui ont vu des impacts quasiment à tous les niveaux, vient du fait que c'est une démarche qui est faite au fur et à mesure des semaines et qu'on a des choses pratiques à faire ensemble d'une semaine à l'autre. Donc commencez à faire ce chemin-là et mercredi prochain, vous nous racontez vos expériences de météo des émotions, vos expériences d'avoir fait la pratique plus régulièrement. J'ai mis défi de 3 pratiques d'ici mercredi prochain. Si vous voulez faire plus, vous êtes mon invité. Vous pouvez venir autant de fois que vous voulez pour expérimenter ça d'ici mercredi prochain et voir qu'est-ce qui marche pas pour vous, comment ça marche. Et la première étape qu'on a faite ensemble aujourd'hui, c'est prise de conscience, c'est s'observer davantage, qui va être un des éléments pour ensuite transformer. Très bien. Merci pour votre participation, votre attention de chaque instant. Ouais. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Et je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt dans les cours.